Super, merci. Donc, bonjour à tous. Alors, j'avais présenté un peu sur le même sujet l'an dernier et je dois dire que j'étais à peu près effectivement dans la logique de Marianne. C'était plutôt un projet. Et là, pour le coup, l'année dernière, j'ai quand même pu pas mal avancer sur cette question. Et donc là, je vous présente quelque chose qui est quand même nettement plus abouti que l'an dernier. Je l'ai présenté aussi aux dernières rencontres de recherche en logistique. Et donc, il y a un papier qui est aussi disponible sur le site de l'AIRL qui détaille vraiment longuement ce que je vais pouvoir dire de manière condensée ici. Et ça s'inscrit dans un projet un peu plus vaste qui est de faire une espèce d'histoire de la pensée logistique. Alors, j'ai déjà commencé à faire plusieurs articles, d'abord sur le volet militaire, un article sur Jomini qui, au fond, réutilise ce concept logistique qui s'était perdu et qui va lui donner cette définition moderne. Et il part de cette fonction du maréchal général des logis pour le définir. Je travaille aussi un peu sur l'essor logistique de la Seconde Guerre mondiale, puisque les Américains vont reprendre ce terme, et c'est à ce moment-là qu'il va à nouveau être utilisé. La Première Guerre mondiale, on ne parle pas de logistique en termes de concept. Et puis, il y a ce deuxième volet qui est plutôt la manière dont les entreprises vont reprendre ce concept et cette terminologie, avec d'abord les Américains qui vont être les premiers à le faire. Les grands auteurs en business logistique, c'est des gens comme James Eskets, comme Bowersock, qui, dans les années 60, publient les premiers textes en logistique. Et donc, le projet que je vous présente, c'est comment ça va se passer en fait en France et comment la réflexion sur la logistique d'entreprise va émerger en France. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je connaissais évidemment cette histoire en partie, puisque donc, moi, j'ai un cursus en sciences de gestion, j'ai fait ma thèse au Cretlog, qui est le principal centre de recherche en logistique et qui donc a joué un rôle dans cette histoire. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché à collecter, bien sûr, les premiers ouvrages, publications qui, dans les années 60-70, plutôt 70, se mettent à parler explicitement de logistique, donc avec la terminologie. Donc, quand est-ce qu'on utilise le terme et j'ai aussi réalisé un certain nombre d'entretiens, donc semi-directifs, avec des acteurs qui ont vécu et participé à cette époque, en récupérant bien sûr aussi et en analysant aussi les revues professionnelles de l'époque, donc comme Manutention, qui deviendra plus tard Manutention Stockage, qui deviendra plus tard Logistique Magazine, qui deviendra plus tard Supply Chain Magazine, qui commence en 1950. Alors, pour faire court, premier jalon de cette pensée, un ouvrage qui va paraître en 1972, qui est le premier ouvrage clé par François Kolb, qui s'appelle Logistique, approvisionnement, distribution, approvisionnement, production, distribution. Et vous avez ici le plan un peu de l'ouvrage. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on a dans cet ouvrage toute une partie qui va être très recherche opérationnelle appliquée à la logistique, donc pas vraiment une logique managériale, mais on a dans la première partie une vraie réflexion sur la place et le rôle de la logistique dans l'entreprise, sur l'organisation du système logistique. Et on trouve par exemple ce schéma-là à gauche qui est très clairement ce qu'on définit aujourd'hui comme étant une supply chain, avec une focalisation aussi sur les flux d'informations qu'il s'agit de mettre en place. Donc, on a vraiment les prémices de ce que va être le management logistique comme pensée. On agrège le stockage, le transport, les opérations de production. Il faut les penser comme un tout et les manager. Et donc, on a dans le bouquin voilà, les grands éléments qui vont bien sûr être ensuite très détaillés, avant que dans la deuxième partie, on soit beaucoup plus opérationnel. Alors, comment Kolb arrive à faire ça? Et quelle est l'histoire derrière ça? Parce que c'est ça qui est intéressant. En fait, Kolb, c'est quelqu'un qui est un ingénieur des ponts, et son premier boulot, c'est de bosser pour la planification pour BP, dans le bureau parisien. Le bureau parisien, au bout d'un moment, est fermé. On lui propose d'aller à Londres. Sa femme lui dit non, moi, je ne veux pas aller à Londres, je suis marseillaise. Déjà, Paris, c'est difficile. Et il rencontre quelqu'un qui s'appelle Daniel Dagalier. Daniel Dagalier, qui est à l'époque le directeur général de l'IFTIM, l'Institut français des techniques d'implantation et de manutention. L'IFTIM, c'est quoi? L'IFTIM, c'est un organisme qui est en fait issu de l'historique de la productivité en France. La Seconde Guerre mondiale, avec l'avance en termes de productivité des Américains du fait de l'effort de guerre, on essaye du coup d'aller copier leurs approches, ou en tout cas de s'inspirer de leurs approches pour faire de la productivité. Et parmi tous les sujets, un sujet émerge, celui de la manutention.
Et créé alors, en 1960, Lifteam, qui va donc développer cette vision en termes de manutention. Et puis, à un moment donné, à la fin des années 60, Lifteam, en partenariat avec l'AFT, qui est l'Association française de transport, décide de créer un cabinet de conseil d'études en logistique, le CERLIC, le cabinet d'études en recherche en logistique industrielle et commerciale. Et Dagalier, il cherche quelqu'un pour travailler au CERLIC. Et donc, Kolb est recruté pour aller au sein de ce CERLIC et il commence, entre guillemets, à faire des missions pour Kodak, pour Ivoire et Carré, pour réorganiser les dépôts. Et il découvre, bien sûr, que ce que vont découvrir aussi le CRG et le CGS, c'est que les modélisations qu'il fait quand il les confronte à la réalité, ça ne se passe pas aussi bien. Le responsable des dépôts de Kodak Pathé, non, il ne faut surtout pas supprimer le dépôt d'Avignon parce qu'il a sa maison de campagne à côté et qu'il y va tous les mois. Et donc, il va le visiter beaucoup, ce dépôt, mais on ne peut pas le supprimer, même si en termes d'optimisation, ça serait beaucoup plus rentable. Et donc, il est amené à écrire ce bouquin où, bien sûr, il conserve cette logique d'optimisation, mais en plus, il ajoute cette réflexion vraiment managériale, aidé aussi en cela par Dagalier, qui lui rapporte des bouquins des États-Unis, notamment un bouquin de Maggi, de logistique, qui paraît en 1967 ou 68. Et Dagalier qui lui dit la logistique, ça se développe aux États-Unis, c'est le truc à la mode, et en gros, la logistique, c'est transport, manutention, distribution. Et donc, c'est comme ça qu'il produit ce premier ouvrage qui définit très fortement la pensée logistique. Deuxième temps fort, la première thèse qui va être soutenue en logistique en France, qui va être celle soutenue par Jacques Collin à l'Université d'Aix-Marseille, formation au sein de l'entreprise de stratégie logistique tendant à maîtriser les flux physiques de marchandises, dans lequel on peut trouver, par exemple, ce schéma-là, où on retrouve un petit peu les éléments de Kolb avec ses unités et ses flux, mais avec une vision qui est encore beaucoup plus conceptuelle. Et on n'a plus 40 pages sur la pensée logistique, mais on a 250 pages qui sont issues d'une recherche de terrain qui a été financée notamment par l'AFT, par le ministère des Transports, qui comprend à l'époque qu'il faut qu'il développe une pensée sur les transports parce qu'il y a des grandes mutations qui se passent. Et donc, Collin, marqué par la cybernétique, propose ce modèle-là où on voit vraiment la logique logistique, des unités reliées entre elles avec un flux physique, un flux d'informations qui rétroagit, et on a vraiment une avancée très, très, très importante, avec également l'intuition au sein de ce rapport que va se constituer inéluctablement une prestation de service logistique sous l'effet de la demande des chargeurs qui vont demander que les transporteurs soient plus uniquement des transporteurs, mais des prestataires de services. Alors, c'est difficile là ici de faire cette histoire de comment Collin en arrive là, mais en fait, il arrive là parce qu'il est recruté au sein de l'IUT gestion logistique et transport qui se crée à l'époque à Aix. Ces IUT qui sont créés notamment à l'initiative d'ailleurs de Daniel Dagalier de Lifteam pour développer la formation en transport et logistique. Et à l'époque, l'université est très, très en pointe sur ces sujets-là, puisque elle crée les premières formations en logistique, alors que les écoles de commerce n'en ont pas à l'époque, par exemple. Et c'est l'AFT qui va financer, c'est le ministère des Transports qui va financer la recherche de Jacques Collin, qui va donner lieu à un rapport dans lequel il soutiendra sa thèse, et qu'il se fait aussi dans un contexte qui est un contexte de développement de l'intérêt des transports, puisque avant de s'appeler CRET-Log, le CRET s'appelle CRET, Centre de recherche en économie des transports. Et donc, l'étape d'avant, c'était des économistes qui s'intéressent au transport et qui disent les économistes ne se sont pas intéressés, il y a quand même un vrai sujet. Et l'acteur clé dans cette mutation-là, c'est un autre Daniel, c'est Daniel Huillier, qui va être le fondateur du CRET, et qui va être là et qui va être le directeur de thèse de Jacques Collin, tout en étant un directeur de thèse que Jacques Collin décrit comme étant tout à fait bienveillant, mais complètement absent, lui laissant faire, en gros, ce qu'il veut. Enfin, voilà. Et on arrive au troisième moment clé, qui est ce premier ouvrage, qui va être l'ouvrage qui va vraiment faire connaître la logistique dans le paysage, un peu comme le bouquin d'Aiguillé et Langeard fera connaître les services à cette époque-là dans le paysage français, qui est donc la logistique au service de l'entreprise, qui est écrit par Jacques Collin avec Daniel Tixier et Hervé Matte.
qui sont tous les deux à l'ESSEC. Et le rôle clé, il est celui de Daniel Tixier. Et comment Daniel Tixier, on arrive à la logistique? On a là encore une troisième histoire qui se rajoute. Daniel Tixier, c'est quelqu'un d'assez brillant et qui a toujours été intéressé par les États-Unis. Il va au lycée, passer un an aux États-Unis, il revient, il fait l'ESSEC. Et puis à la fin de l'ESSEC, il décide de repartir aux États-Unis et il va à Harvard. Il est très content, il est très passionné par les États-Unis. Il rencontre des gens qui sont notamment des spécialistes de logistique, mais avec qui bon, il ne va pas travailler. Et puis, il commence à enseigner le marketing à HEC Montréal. Et puis, il est rappelé par l'ESSEC pour venir fonder le premier département de marketing dans cette mutation des écoles de commerce vers un corps professoral permanent qui va faire de la recherche. Donc, il développe le corps professoral en marketing, et puis à la fin des années 70, il a à nouveau un sabbatique, il repart aux États-Unis à Harvard, et là, il renoue avec les gens qu'il avait connus avant, dont notamment James Esquet, qui est un des pères fondateurs américains de la logistique, et il revient et il réécrit parce que c'est quelqu'un d'assez ouvert, il écrit des articles, notamment pour la revue de la FNEJ sur l'enseignement, sur la manière dont la logistique se développe comme pratique d'enseignement aux États-Unis. Du coup, comme il est responsable du département marketing, il ne veut pas vraiment l'enseigner, il recrute Hervé Matt pour faire de la logistique. Et ces trois auteurs, Matt, Tixier et Colin, étant à peu près à l'époque les seuls à s'intéresser dans le paysage universitaire des écoles à la logistique, ils se rencontrent et ils décident d'écrire ce bouquin. Et on a ce bouquin qui va être effectivement… Il est chez Duno? Il est chez Duno. Ouais. Et c'est, voilà, quand on demande à des professionnels, quand on demande à des intellectuels, c'est effectivement de la logistique, c'est le premier ouvrage. Vraiment, on a 250-300 pages qui sont voilà, la théorie de la logistique d'entreprise qui est vraiment… Et donc, j'ai essayé de résumer ça par ce petit schéma. Alors, je ne sais pas si vous avez le temps de vous commander, il vous reste un peu de temps ou pas? 4 minutes. Bon, ça va alors. Ou alors, en fait, j'ai mis ici les trois ouvrages. Alors, c'est celui-là qui va avoir le plus d'écho, mais en fait, il s'explique quand même par ceux-là et ceux-là avant. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a des espèces d'influenceurs. Daniel Dagalier, qui va être un espèce d'entrepreneur institutionnel, parce qu'il va d'abord être au sein de l'IFTIM, et c'est lui qui va, en contactant l'AFT, créer le CERLIC, donc le cabinet d'études de recherche en logistique industrielle et commerciale, qui sera aussi à l'initiative en 72 de la création de l'ASLOC, qui est l'Association des logisticiens professionnels, et qui plus tard, dans les années 1980, créa le Salon international de la transport et logistique, qui donc recrute Kolb et qui pousse à écrire son bouquin. Et Kolb, ses influences, c'est Maggi, un auteur américain, et il parle aussi beaucoup de Mellez, de la systémique. Tixier, lui, il est influencé par Jim Esquet, qui est un des fondateurs américains, parce qu'il a été aux États-Unis et qu'il le rencontre et qu'ils vont devenir amis, leurs femmes se connaissent, il vient à Paris, il va le faire venir. Et c'est d'ailleurs Esquet qui préfacera le bouquin de Tixier, Matt et Colin. Et puis du côté Colin, l'acteur clé influenceur, c'est Daniel Huillet, qui s'intéresse à l'économie des transports et qui va être un acteur clé dans le développement à l'IUT d'Aix d'une formation transport et logistique qui se développe d'abord à l'IUT d'Aix et aussi à l'IUT, à côté de l'IFTIM, puisqu'il y aura deux UIT qui vont d'abord être formés, un à Aix et un à côté de Paris. Que se crée le premier centre de recherche en transport vraiment centré marchandises avec Daniel Huillet, et dans un contexte où l'ATP Transport au sein du ministère des Transports se met à financer des recherches en transport, et donc il n'y a pas beaucoup d'intellectuels qui s'intéressent au transport. Bon, ils financent le fret, ils financent l'aide, ils financent les ponts, etc. Et Colin, ses influences, c'est aussi lunaire. Donc on voit bien dans ce cadre-là qu'on a une pensée qui va émerger finalement d'abord par les gens qui sont au plus près des entreprises en France, Dagalier, qui est vraiment en avance. Et là, je suis en train de finir de dépiauter la revue de l'invention. Ils se mettent à parler de logistique en 69. Donc, ils sont un peu en avance par rapport à ceux qui vont la théoriser après. Et Kolb est en fait issu de ce courant-là. On a une influence américaine qui est en arrière-plan, mais qui est finalement assez peu importante. Bon, bien sûr, il y a Esquet, bien sûr, il y a Maggi, mais voilà, on comprend bien qu'à l'époque, la circulation des idées, elle n'est pas aussi facile que celle qu'on peut avoir aujourd'hui. On a la cybernétique, qui est très, très clairement clé dans la pensée de Colin, qui est aussi clé dans la pensée de Kolb.
Et puis, on a un rôle d'institution aussi assez important. Et alors, juste peut-être pour finir l'histoire, ce qui va être l'histoire d'après et ce qui va présider entre guillemets, l'institutionnalisation de la logistique dans le paysage, ça ne va pas être Coll, parce que Coll, en 1974, il va partir chez Hachette pour être responsable de leur centre de distribution à Maurepas et le mettre en place. Il va y travailler jusqu'en 82. Matra va arriver, il est le commissaire de direction, il se fait un peu mis au placard, et il va à l'ESCP. Et à l'ESCP, la logistique ne connaissent pas, donc il travaille un peu là-dessus, et puis il se met à diverger vers la qualité, et donc il ne va plus faire vraiment de logistique. Ça ne va pas non plus être l'équipe de l'ESSEC, Matt et Tixier, parce que très vite, leur carrière va diverger. Tixier, il a toujours été plutôt, quand même, malgré tout, même s'il est très ouvert en marketing, il est resté. Et Matt, qui va beaucoup faire de choses dans les années 80, il va prendre la direction au début des années 90 du campus de Singapour de l'ESSEC, donc il va avoir des chefs à côté. Et finalement, l'institutionnalisation va se faire autour du CRET, parce que, bien sûr, il y a Colin, qui a une équipe qui a un véhicule qui est le centre de recherche en économie des transports, dans lequel Daniel Lhuillier n'est plus trop actif, il voyage en Amérique du Sud, il n'est pas trop présent, voilà. Donc le champ est libre. Il y a un IUT avec des besoins d'enseignement, il se met à recruter une équipe qui va commencer à travailler, et donc c'est ça qui explique qu'il va, entre guillemets, réussir à être celui qui va porter le développement de la logistique. Voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà. Ok, merci Aurélien. Y a-t-il des questions dans la salle? Allez, commençons. Au fond, allez. Le livre de Coll, il est aussi chez Duno ou c'est en organisation? Il est aux compagnies Interédition. Ouais. Il y a eu des éditeurs qui ont été créés à partir de ces auteurs, éditeurs spécifiques en logistique, ou ils sont restés chez des éditeurs de gestion généraliste? Non, il n'y a pas d'éditeur spécifique en logistique. Non. Quoi? C'est une vraie niche. C'est une vraie niche, c'est plus qu'une niche, c'est une micro-niche. Ouais, il y avait une question aussi. Ma question était en dehors de la conférence, parce que j'ai vu la thématique, mais moi je suis intéressé par la sociologie des sciences, et très similaire sur le plan de stratégie abstractrice. Et du coup, en fait, pour moi, il y a plein de concepts qui arrivent. Est-ce qu'il y a des collégialistes qui se forment? Des collégialistes, des nœuds de personnes. Est-ce qu'il y a un collège invisible? Est-ce qu'il y a des controverses? En fait, j'ai envie de théoriser ça un peu en termes de sociologie des sciences, de comprendre, aller plus loin sur ça et potentiellement contribuer à comment la science se forme. Est-ce que c'est un agenda, ou est-ce que l'agenda, c'est juste de faire l'histoire de la logistique? Les deux en parallèle aussi. Là, pour le coup, moi, je ne suis pas du tout historien de formation. J'ai vraiment un parcours en gestion et je m'intéresse à la. Mais j'ai le sentiment d'avoir essayé d'être au plus près de la démarche des historiens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de théorie à la base, quoi. J'ai été voir ce qui s'est écrit et j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui avait conduit à cette démarche. Alors, je ne suis pas en train de dire que je n'ai pas de cadre théorique ou de grille comme tout le monde, mais je n'avais pas de grille de lecture a priori. Alors après, il y a des questions qui peuvent être posées en lien avec la structuration de la logistique comme discipline, parce que se sont posés des débats sur le périmètre de cette discipline. Et notamment dans les années 90, il y a eu une tentative des économistes de vouloir s'allier avec la logistique pour faire une discipline à part entière du CNU, ce à quoi Colin, selon ce qu'on m'a dit, à Dignette, non, il voulait rattacher la logistique aux sciences de gestion. Et se pose aussi la question du coup de la définition du périmètre de la logistique, aussi par rapport à la recherche opérationnelle. Voilà, avec qui on se met, mais ce que toute discipline scientifique a comme question. Mais le projet qu'a porté ensuite Colin, il a été très clair, il a été de vouloir institutionnaliser la logistique comme discipline des sciences de gestion. Et il y est en partie parvenu. On pourra débattre, mais en tout cas, il est en partie parvenu. Il y avait une question. Là, je vais faire comme ça jusqu'à ouais. Oui. Merci Aurélien, c'était passionnant. Moi, j'avais une petite question. En fait, déjà, j'ai été très surprise au début quand tu es parti de la date de départ. Et puis j'ai compris après qu'il s'agissait d'une histoire finalement de la discipline académique de la logistique. Et je me demandais, est-ce qu'il y a un lien à faire, ou est-ce que qui peut être fait, ou qui pourrait être fait, même si ce n'est pas ton sujet principal, entre ce développement de
de la discipline logistique, une discipline académique, et de la logistique comme fonction spécifique, parce qu'une pensée logistique, en fait, il y en a semblablement bien avant ce que tu dis. D'ailleurs, tu l'as dit en introduction, mais je pensais notamment à certains secteurs industriels, où tu parlais d'Hachette tout à l'heure. C'est justement, c'est justement là où il est. Effectivement, ce qu'on associe comme étant des questions logistiques, moi, ce que je dis à mes étudiants, on peut dire que ça existe depuis toujours. Oui, il faut du transport, il faut du stockage. Mais ça ne veut pas dire qu'on pense ces activités sous ce spectre logistique, y compris que les entreprises le pensaient. La SLOG se crée en 72. Donc, la manière de se dire, on se pense logisticien, c'est aussi à cette époque-là. Ils sont un petit peu en avance par rapport à les académiques, mais pas beaucoup. Et dans la revue Manutention que j'ai explorée depuis 1950, la première occurrence du mot logistique, c'est 69. Donc, ce n'est pas avant. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question aussi, pourquoi à un moment donné, ils sont en avance et qu'est-ce qui fait qu'ils vont se poser ces questions et se renommer logistique et qu'est-ce qui fait que ça va marcher au fond. Et c'est ça que moi, que j'essaye de porter comme projet. Mon filtre, il est quand même autour de la terminologie et du concept parce que, bien sûr, avant, on se posait des questions qui pouvaient se cadrer logistique, mais entre guillemets, avant, ils parlent de manutention, quoi. La revue Manutention, c'est une revue professionnelle? C'est une revue professionnelle, oui. Peut-être se dire aussi que les réflexions sur la logistique avant, c'était dans le cadre d'industrie. Oui, mais si tu veux, la terminologie logistique, je veux dire, dans les années 60, tu vas sur Google Scholar, tu tapes logistique en France 60-70, il n'y a rien. Il n'y a rien. Enfin, il y a peut-être quelques. Mais ça n'existe pas. C'est pas. Voilà. Il y avait d'autres questions? Allez-y après. Moi, j'ai plusieurs questions. C'est le lien avec l'histoire militaire, que je lis, etc. Puis j'ai lu l'article de CRFG. Et un peu sur stratégie. Et je me pose la question, en fait, vous dites tout aussi le management stratégique, sur le régime. Et comment, est-ce qu'il y a des jonctions qui se font en fait avec la stratégie ou pas du tout, parce qu'en fait ça paraît évident qu'il y a des deux côtés de la stratégie militaire, et en même temps en stratégie par de logistique, inversement je ne sais pas. Donc ça c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est la question de la chaîne de valeur, en tout cas les plateformes de la représentation aérienne. Est-ce qu'elle s'est inspirée de travaux logistiques ou pas du tout? Parce qu'en fait quand on voit visuellement de loin, si on ne regarde pas le texte, en fait c'est la même chose. Voilà, est-ce qu'il y a des choses qui vont se faire entre les deux? Et par rapport à la remarque de Marie-Pierre juste avant, parce que moi je me suis posé de questions sur cette question de jusqu'à quand on remonte. Et l'argument moi, qui m'a parlé, c'est l'argument cladistique, c'est-à-dire la discipline des classements, et on remonter uniquement quand on a la première occurrence, parce qu'après, bien évidemment, dans la pratique, le moment où il y a, ça apparaît, c'est un peu la classification de fond. C'est le moment où ça apparaît. Ah oui, mais c'est ça que je cherche. Alors, sur le lien avec la stratégie, peut-être que, sans rentrer dans les débats disciplinaires, le point qui est peut-être intéressant à évoquer, c'est la question de la manière dont l'armée américaine va se poser la question de la logistique. Et donc, en fait, il va y avoir des grands débats dans l'armée américaine durant la Seconde Guerre mondiale sur la manière d'intégrer la logistique par rapport à la stratégie. Et est-ce que, en gros, il se pose la question de est-ce que la logistique doit être intégrée dans le département stratégie? Les stratèges disent non, il faut d'abord faire la stratégie, après penser à la logistique. Et donc, cette articulation logistique-stratégie, elle est problématisée en tout cas. Elle est compliquée dans ce cas-là, ce lien logistique-stratégie. Et sur la deuxième question, c'était sur la chaîne de valeur. Alors, on peut évidemment, bien sûr, voilà, ce qu'on dit en logistique, il a des connexions avec d'autres choses. Moi, je suis une histoire. Cette histoire, je veux dire, la chaîne de valeur, elle n'a pas joué un rôle dans le développement de la pensée logistique. Elle vient après, les chaînes, on en a avant. Après, ça traduit bien sûr
une espèce de mutation globale des organisations vers des réseaux, vers une question du mouvement, mais qui était abordée par d'autres concepts. Et la logistique n'a pas ce monopole-là. On a pu, nous, utiliser la chaîne de valeur comme un outil pour se légitimer un petit peu, mais ce n'est pas quelque chose qui est clé dans l'essor de la pensée logistique, en tout cas. Vas-y. Merci. C'est pas mal approche par les individus et les institutions. Un petit peu. Ma question, c'est vous mentionnez rapidement que la cybernétique a une influence sur la logistique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ce n'est pas une question piège, hein, si ce n'est pas central dans votre propos. Moi, j'aime bien tout ce qui touche à la cybernétique, mais on en trouve parmi les auteurs que j'ai cités tout à l'heure, Delbert, etc. C'est-à-dire, d'une part, quand on lit Kolb, il cite Mélèze, c'est une citation importante. Il cite Jacques Mélèze, c'est un des auteurs qui a fait, qui a fait beaucoup pour la pensée logistique, enfin pour le développement de la cybernétique et la systémique. Et Collin dit aussi, dit aussi que c'est la cybernétique. Alors, je vais vous dire, la citation de Collin, elle est très parlante. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, alors pourquoi Wiener? Eh bien, c'est le troisième principe de la thermodynamique qui m'a influencé, c'est-à-dire l'interaction entre un système et son environnement. Je faisais l'hypothèse que quand on mettait en place une solution logistique, avec le temps, elle se désagrégeait, elle perdait en efficacité. Il y a une perte d'information, on allait rapidement se retrouver à un état neutre, et que pour combattre ça, il fallait insuffler toujours de l'information pour rétablir la situation, voire l'améliorer. C'est ce troisième principe qui m'a donné l'idée que ce qui était essentiel en logistique, c'est le flux d'informations qui va qualifier le flux de marchandises, et ce n'est pas le flux de marchandises. Donc là, je me dégage complètement du transport. Ce qui m'intéresse, c'est la régulation. Et donc ensuite, et ce qui va très vite avec ça, c'est la systémique. Pour moi, un logisticien, c'est quelqu'un qui est confronté à la désagrégation de ces organisations, qui s'érode de l'intérieur, de l'extérieur, enfin, se décompose. Il faut réinjecter toujours et toujours de l'information pour conserver ou améliorer la performance du flux physique résultant des opérations de régulation qu'on entreprend. Alors ça, c'est un entretien. Ah, oui, je l'ai mise dans le papier. Oui. Et alors, il y a bien sûr, c'est un interview de 2021, donc il y a a posteriori de la recherche, mais c'est cité, c'est mobilisé. Enfin, et puis le schéma, il est très inspiré de ça. Donc voilà, c'est très clair dans cette... Question pour Marianne. En théorie, il y a une pause. Je poserai ma question pendant la pause. Moi, j'ai un peu de décrypter la pause. Après, je vais rester dans la salle et continuer la discussion. Et voilà, juste parce que, j'ai entendu la session précédée par Cédric, c'est pas encore arrivé. Je pense qu'ils sont encore en session et donc on peut profiter encore. Alors, moi on peut arrêter. Hein. Moi, la question que j'ai, c'est au fond. Attends qu'elle te donne sa question d'abord. Je peux donner ma question. Parce que c'est toi qui expose, c'est pas elle. Ce que je trouve intéressant, moi en tout cas, de confronter, c'est, voilà, moi j'ai fait l'histoire de la logistique d'entreprise, et puis il y a l'histoire du marketing, une histoire de la comptabilité. Enfin, comment on peut faire dialoguer ces histoires et en quoi elles ont des similitudes et des différences. On voit bien, enfin, moi, si j'ai à réfléchir sur les points clés de cette histoire, il y a plein de choses, mais il y a quand même un lien très fort avec l'enseignement, enfin, qu'on a tendance à oublier, mais je veux dire, voilà, il est là, quoi. Les IUT, la formation professionnelle, c'est ça qui guide. Bien sûr, le contact des entreprises, l'influence américaine, des cadres de pensée et des changements de mutation un peu plus larges avec la cybernétique. Enfin, c'est vraiment intéressant qu'on approche des questions parallèles à ce que je vais faire. On n'a pas appris la logistique, mais en revanche, il y a bien eu des institutions comme il y a l'ODEX, évidemment, et l'ACORD et l'Académie de services. Donc, ton approche est intéressante. Et moi, encore une fois, j'ai eu la chance d'avoir rendu le moine en enseignant et je pense qu'il y a quelque chose à faire pour revenir sur ce moment des années 50-60. Tous les chercheurs qui vont devenir
une approche un peu moderne. C'est-à-dire qu'on sortait de l'analyse, on sortait de la pensée des cartes, et on avait enfin un cadre conceptuel qui nous permettait de penser la complexité de l'époque moderne, de l'époque post-seconde mondiale. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans la façon dont on enseigne, on met totalement de côté cette inspiration, dans beaucoup de cas. Or, elle a tellement inspiré. Voilà, ma réponse, c'est de dire que vraiment, dans les théories qui émergent dans les années 60-70, il me semble qu'on pourrait trouver comme indéterminant dans beaucoup d'approches cette inspiration de la cybernétique et de la pensée systémique. Et je trouve que c'est dommage qu'on ait à ce point, comment dire, les pensées qui émergent en 70-80, même si elles sont inspirées de la pensée cybernétique, elles n'épuisent pas la pensée cybernétique. Et le fait qu'aujourd'hui, on passe cette étape, fait que d'abord, on ne comprend pas tous les modèles, on n'en comprend pas la complexité, on n'en comprend pas la finesse. Tu vois, sur le modèle de séduction, le tableau de la matrice, elle est essentielle pour comprendre la finesse de l'analyse de l'équilibre. Et on n'enseigne pas ça. Et voilà. Ma réponse serait ça. Je peux même poser la question, je trouve assez admirable et exemplaire. C'est la manière dont tu schématises en reprenant les quatre de la logistique. Mais du coup, j'aimerais bien avoir la légende, parce que tu n'as pas légendé ton schéma. Et j'ai bien compris que les carrés, c'est des institutions. J'ai bien compris que les ronds gris, c'est les ouvrages. Mais, En fait, c'est pas encore tout à fait clair. Là, c'est les ouvrages clés. Il y a les thèses aussi. Donc là, c'est des ouvrages. En fait, là, c'est des ouvrages clés. Et là, c'est des publications là qui sont sur la logistique. Il y a d'autres publications, mais qui sont moins clés. Voilà. Donc ça, c'est toutes les publications. Donc ça, c'est les 3 publications clés. Et en fait, ça, c'est les institutions, les carrés. ATP, ça veut dire autorisation de Non, c'est le le truc du ministère, c'est le programme du ministère, ATP Transport, qui finance tout un tas de recherches. Là, c'est autorisation. Non, c'est Agence. Je me souviens plus de... Moi, j'ai eu une ATP, mais c'était en 84. ATP, Histoire de l'industrie. Non, mais c'est... Autorisation thématique de programme. Et dès que Chirac est devenu Premier ministre, il nous a coupé la moitié du budget. Du programme Action thématique programmée. C'est l'action thématique programmée. C'est vraiment un programme du ministère des Transports pour financer. C'est devenu autorisation thématique programme. C'était le même budget. Alors, après, je ne sais pas, en tout cas, au ministère des Transports, c'est devenu le programme Prédit. Voilà, mais c'est les débuts de il faut qu'on finance de la recherche sur les transports. c'est européen. Non. 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 Non, c'est le ministère des Transports, le Prédit. Tu dois confondre avec autre chose. Il y a peut-être un autre Prédit, en tout cas, voilà. Et juste pour finir, ça, c'est des influences intellectuelles, binaires, et ça, c'est entre guillemets les influences humaines, les espèces de personnages qui ont joué un rôle sans théoriser la logistique française en tant que telle, mais en influençant par voilà, des espèces de mentors. Ou, voilà. C'est un peu comme ça que mais au fond, enfin, voilà, Esquet, il a théorisé la logistique aux États-Unis. Lui, il n'a pas théorisé, mais il a joué un rôle clé dans les institutions, en fondant Crète, etc. Et Dagaillé, il parle de logistique aussi avant, donc ça peut être discutable. Et dans le concours d'agrégation, c'est à partir de quand qu'il y a des sujets de logistique? La première agrégée, c'est Nathalie Fabcost dans les années 91, je crois, ou 91, ou 92, je ne sais pas. Et après, vous savez le quoi. Et puis après, c'est devenu une discipline d'agrégation, je crois, au début des années 2000. Voilà. Avec la production. Ouais. J'avais une petite question, je me permets. Tu avais parlé en fait sur les débuts de ces travaux et je voulais savoir, est-ce que tu as vu du côté des annales des ponts? À un certain moment, moi, quand je travaillais sur les chemins de fer, il y avait tout un débat qui s'est installé dans les annales des ponts sur les différentes voies de transport et la concurrence qu'il y a entre ces différentes voies.
Et là, il y avait les ingénieurs du coup, qui ont commencé à défendre chacun sa vision et ils ont abordé, alors honnêtement, je ne me rappelle plus des termes exacts, mais ce qui est bien avec les annales de Pons, ça a été numérisé depuis. Sinon, tu les as ici et franchement, ils sont bien conservés, accessibles facilement. Où il y a eu tout un débat en fait, qui s'est installé pour défendre. L'un, il va défendre les voies navigables, l'autre, les voies de transport terrestre, et l'autre, les chemins de fer. Et il y a Bernard Graal qui a fait un travail assez important là-dessus et il consacre une partie justement en fait sur cet aspect-là de transport ou de logistique en fait et de son optimisation. Pour la petite histoire, lui, il devait soutenir sa thèse. Malheureusement, il est décédé juste avant. Et avec le travail de l'Association des historiens de chemin de fer, ils ont pu quand même la publier. Ça doit s'appeler le calcul économique ou quelque chose comme ça. Et c'est de Bernard Graal. Oui. Oui, celui de Bernard Graal. C'est tué dans un accident de voiture. C'est ça. Oui. En allant faire son cours. Ouais. Donc, juste 1 mois ou 2 mois avant de soutenir. Et oui, donc, c'est un travail, je pense, qui peut être intéressant à voir. Et après, j'avais juste une question, remarque. Là encore, je pense, comme ce qui a été dit ce matin, on ne peut pas être sur tous les fronts, c'est-à-dire on n'est pas, en tout cas pour ma part, même si j'ai fait le Master 2 en histoire, mais je ne me considère pas comme historien, mais il y a pas mal de choses qui ont été faites, par exemple sur l'histoire des techniques qui a été réalisée. Alors, tu as Gilles Bertrand qui a travaillé sur ça, où il identifie différentes phases en fait, dans l'évolution d'une technique donnée. Ça peut être la logistique, la comptabilité, etc. Et globalement, il dit qu'il y a cette première phase de tâtonnement où on essaie, chacun y fait à sa manière. Après, on a une deuxième phase où on va chercher the one best way, la meilleure manière de faire. Et une dernière phase où on va introduire un peu de la rigueur scientifique, de la méthodologie de l'enseignement. Alors, ce n'est pas forcément chronologique comme ça. On peut avoir des couches qui se superposent. Mais ça peut être intéressant, ce qu'a évoqué tout à l'heure aussi Marianne, c'est-à-dire sur une vision globale, est-ce qu'on arrive à distinguer ces phases, ces périodes, ces moments de rupture, que ce soit sur la logistique ou sur d'autres thématiques liées à l'histoire de la pensée managériale? En tout cas, en allant regarder ce qui se passe, on arrive à identifier des moments clés. Voilà, là, on a des dates clés, etc. Alors après, comment on va les théoriser, les catégoriser? Il y a des approches théoriques qui peuvent être mobilisées différemment. On peut le faire de manière déductive, plus inductive. Je n'ai pas de chapelle par rapport à ça. Moi, mon propos quand même dans cet article, dans cette recherche, c'est d'abord d'amener les faits, d'amener le maximum de faits et aussi en interrogeant les acteurs qui sont encore en vie. J'ai eu François Cobb, il a 80 ans. Voilà, donc voilà, au moins pour avoir ça comme base. Après, effectivement, il peut y avoir un effort de théorisation et de discussion théorique que je trouve il serait intéressant d'avoir peut-être dans la comparaison de l'institutionnalisation des différentes disciplines de la gestion. Je trouverais ça intéressant d'être dans une logique de comparaison, de dire, Thibault Le Texier nous a donné la vision de l'histoire de marketing récemment aux États-Unis, mais en étant peut-être moins sur l'institutionnalisation que sur autre chose. Mais qu'est-ce que nous enseignent ces différentes histoires? En quoi elles sont différentes, similaires? C'est, je trouve, quelque chose d'intéressant comme perspective. Les Canadiens se sont intéressés à cette histoire au Québec? Il doit y avoir quelques travaux, mais pas forcément. Sur une maison d'édition qui s'appelle JLD. Ouais. Si tu connais. Non. Robert Noumen, qui est en logistique, il publie là-bas. Il enseigne aussi ouais. C'est un éditeur de gestion. Je fais ça un éditeur de gestion. Lui, tu es des ouvrages pour 2 tours. C'est un bouquin de 100 pages, 100 pages. En tout cas, merci à tout le monde. Merci à Aurélien pour cette présentation. Merci à toutes et tous pour avoir bien écouté et bien participé. Et désolé pour le débordement du timing, Marianne, mais globalement, on est bon par rapport à Cédric. Au royaume des aveugles. Voilà.